Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Over the Results consacré à TLC 2012. Voilà un très bon show, enfin très bon, en tout cas un bon show, ça c'est sûr. Je vais vous en parler tout de suite. Je vous invite à, dès maintenant ou à la fin de la vidéo, laisser un like si vous avez aimé ce pay-per-view, ou mettre un dislike si vous ne l'avez pas aimé. Voilà, premier match, Team Road Scholars bat Exciting Tandem. Donc, Road Scholars c'était l'équipe composée de Damien Sandow et de Cody Rhodes. Et Exciting Tandem était l'équipe composée de Rey Mysterio et de Sin Cara. Ces deux équipes s'étaient déjà retrouvées en finale du tournoi pour déterminer, je crois, des nouveaux challengers au titre de Team Hell No à Hell in a Cell 2012. C'était Team Road Scholars qui avait gagné. Là, encore une fois, ça ne change pas. Cody Rhodes et Damien Sandow ont reporté cet excellent tag team tables match de 10 minutes. Donc ils deviennent les nouveaux challengers numéro 1 au titre de Bryan et Kane. Je ne me souviens même plus si ça se passera à Raw ou au Royal Rumble 2013. De toute façon, vous verrez ça la semaine prochaine, vu que l'épisode sera consacré justement à ce pay-per-view là. J'ai marqué, j'aurais aimé un peu plus de temps, mais franchement, le match est déjà excellent. Franchement, il fait plaisir. Ce match fait plaisir, il n'y a rien à dire pour deux équipes qui sont pas... Enfin, je veux dire peut-être séparément, Cody Rhodes c'est bon, séparément Rey Mysterio est bon, mais c'est vrai que les deux équipes en elles-mêmes ne nous ont jamais habitués à quelque chose de bon. Il faut le dire jusqu'à maintenant, Team Road Scholars est une équipe assez fraîche qui n'avait pas encore proposé grand-chose jusqu'à maintenant. Et puis Exciting Tandem, ben, ça n'a pas duré bien longtemps. Après ça, heureusement, je vais dire malheureusement, mais heureusement. Sinon j'ai marqué bon rythme, bonne intensité et très bonne prise aussi, faut pas le cacher, faut pas se le cacher pardon. Et j'ai marqué le finish est excellent, donc il voit Sin Cara depuis l'apron du ring sauter sur la troisième corde pour faire une sorte de springboard cross the line je pense. Et au moment où il avait les pieds sur la troisième corde, on a Cody Rhodes qui se met entre Sin Cara et Damien Sandow et qui pousse Sin Cara à l'extérieur. Et Sin Cara en retombant à l'extérieur tombe sur deux tables, sur une table pour être précis, mais les deux tables étaient l'une à côté de l'autre, donc vraiment un finish incroyable. Et Sin Cara franchement a pris vraiment cher rien que sur ça, assez ouf. Ça correspond bien au match qui est très très potable selon moi, donc c'est un très bon opener et ça suit l'épisode de la semaine passée que je vous ai fait sur Hell in a Cell 2012 avec exactement la même note qui avait opposé Orton et Del Rio à 8,5 sur 10. Deuxième match, et là, la pression retombe quand même pas mal. Cesaro bat R-Truth pour conserver son titre des États-Unis dans un match vraiment très très moyen, digne de Raw encore une fois. 6 minutes pour ne proposer quasi rien, si ce n'est pas rien du tout dans ce match-là. Je pense qu'on aurait clairement pu se passer de ce match-là, à mon sens. Et j'ai marqué, je trouve quand même que le règne de Cesaro pue clairement du cul. Je sais plus si c'est comme ça par la suite, et je sais plus quand est-ce qu'il va le perdre, mais là il l'a depuis SummerSlam 2012 quand même. Et en fait, on n'a pas grand chose. Ils nous ont offert des matchs contre Cesaro contre Santino Marella, contre Zack Ryder, contre Justin Gabriel et contre R-Truth. Donc est-ce que ça vient de Cesaro? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un très mauvais choix de challenger numéro 1 contre lui. Et je trouve ça dommage. Et encore une fois, je mets à peine 4,5 sur 10 pour un match de championnat US détenu par Cesaro. Troisième match, Kofi Kingston bat Wade Barrett pour conserver son titre intercontinental dans un match potable. Mais il manque quand même 2-3 petites choses à mon sens pour qu'il soit vraiment très très solide. Premièrement, le temps, parce que le match dure à peine 8 minutes. Ça manque d'un bon spot aussi, il faut le dire, parce que là ça fait très très Raw ou SmackDown encore une fois. Et puis j'ai marqué le match est ultra rythmé, il est plaisant à regarder, mais il manque peut-être une petite triche, une petite controverse, un petit quelque chose qui fait que le match aurait pu atteindre aisément un 8, voire un 8,5 sur 10. Là, j'ai été même assez généreux malgré ces 2-3 petites choses qui me manquent. J'ai mis un 6,5 sur 10. Quatrième match, le Shield bat Ryback et Team Hell No dans le premier, vraiment le tout premier match du Shield à la WWE. Les frissons, les gars, c'était un match, mon match préféré pendant très longtemps. Je pense que c'est toujours mon match préféré aujourd'hui. Il y a l'Undertaker contre Brock Lesnar que j'avais mis à 11. Il y a Undertaker contre Triple H avec Shawn Michaels comme arbitre spécial dans la Hell in a Cell à WrestleMania 28, si je dis pas de bêtises, qui est un de mes préférés également. Il y a ces deux-là et il y a celui-là. Je peux rien dire. Quand on regarde, enfin en tout cas moi quand je regarde ce match-là, je suis fier d'être fan de catch. C'est les meilleurs
début in-ring que j'ai vu en 11 ans. Je veux dire, même AJ Styles, il est intervenu, il a fait le Royal Rumble, c'était pas ça. Il y a eu un événement, il y a eu quelque chose de fort. Là, c'est vraiment en termes de in-ring. C'est parfait, j'ai les larmes aux yeux quand je vois ça, j'ai les frissons, c'est magnifique. Quand vous voyez ce match-là et que vous êtes sur un petit nuage, c'est que vous êtes fan de catch. Et quand je me dis qu'en 2017, on a par exemple No Mercy en 2017 qui est pas bon et qu'on voit qu'il y a plusieurs fans de catch qui décrochent justement du catch et que je vois ça et que je suis toujours autant bouche bée, tout autant admiratif que d'habitude, mais je me dis ma flamme en 11 ans elle est jamais partie. Et c'est justement un abonné, alors je sais plus, Renan Dupont je crois, qui m'a fait cette réflexion. Je sais qu'il regarde pas tout le temps mes vidéos, si t'es là, c'est un grand salut à toi, qui m'a demandé si j'avais jamais fait de pause. Et en 11 ans, j'ai jamais fait de pause, et c'est le genre de match qui me tiennent éveillé, et bordel de merde, qu'est-ce que c'est putain de bon. Je vous le conseille, si vous avez jamais vu ce match-là, je pense que c'est mon match préféré. Il y a trop de choses qui font que c'est mon match préféré. Pour moi, il y a tout qui est parfait. J'ai rien à dire, pour moi, c'est le carnage parfait, un KO, putain de bon KO. J'ai aussi mis, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais le match Fatal 4-Way à SummerSlam 2017 entre Brock Lesnar, Braun Strowman, Samoa Joe et Roman Reigns, qui est très bon également. Je pense que ce sont mes 4 matchs préférés. Et avec la symbolique, le DX contre ATTRKO à New Year's Revolution 2007. Je pense qu'on a mon top 5 des matchs préférés. Vous l'avez, là, en exclusivité. Bim, mon top 5 et celui-là, à la première place pour moi. Rythmé comme jamais. Et puis la fin. Le match dure 22 minutes. Je ne peux pas vous l'expliquer. Il faut que vous allez le regarder parce qu'il est bon du début à la fin. C'est incroyable. Je pourrais vous faire une fois une vidéo rien qu'avec ce match-là. Mais regardez surtout par rapport à la fin. On a Ryback qui est l'homme à abattre. Il a perdu qu'une seule fois par tombée et surtout par triche à LNC 2012 avec CM Punk et l'arbitre Brad Maddox. Et là, en fait, on voit le Shield qui s'acharne sur Ryback à l'extérieur du ring, donc vers l'écran, vers le tout début de l'entrée de la rampe. Et on a Daniel Bryan et Kane qui sont décédés autour du ring, on les voit plus. Donc les 3 membres du Shield s'acharnent sur Ryback au point de le mettre sur une table. Et Seth Rollins dit aux autres, allez vous occuper de Daniel Bryan et de Kane. Moi, je vais sauter sur Ryback depuis tout en haut d'une échelle gigantesque. Et on voit Roman Reigns et Dean Ambrose qui partent en direction du ring vraiment difficilement. Et quand on les voit gentiment arriver, on voit Ryback qui se relève de la table. Et Seth Rollins, intelligent comme il est, l'architecte, il a vraiment construit ce match-là. Il va monter tout en haut de l'échelle. Ryback va le suivre. Et Ryback va le faire tomber à travers des tables dans le décor. Une chute magistrale. Ryback va revenir sur le ring comme il peut. Mais en attendant, Roman Reigns et Dean Ambrose fracassent Daniel Bryan depuis la 3e corde en faisant une double powerbomb et pas la triple, vu que Seth Rollins était décédé, en guillemets, à travers une table et termine le match comme ça. Et Ryback touche à moitié le ring en rampant à moitié lorsque le compte de 3 est retenti. Donc Seth Rollins a fait une parfaite distraction pour pouvoir gagner ce match grâce à l'aide de Dean Ambrose et Roman Reigns qui fracassent Daniel Bryan. Voilà, un gros pavé pour vous parler de ce match là. Vraiment il me fait plaisir et allez le voir absolument. Si je vous le trouve, je vous le mets en lien dans la description. 5e match, Eve bat Naomi pour conserver son titre des divas dans un match qui méritait bien plus. J'ai marqué que j'étais très déçu parce que Naomi et Eve sont vraiment des bonnes lutteuses. Et d'ailleurs, Naomi le montre plutôt bien, même si elle est encore maladroite. Elle commence vraiment... Elle n'a pas encore de l'expérience. Voilà, elle commence, on va dire que c'est un peu une rookie. Mais on voit qu'elle fait des très bonnes choses. Et aujourd'hui, on le voit, c'est une très bonne lutteuse. Mais en 3 minutes de match, elles ne peuvent pas montrer grand chose si ce n'est rien du tout. Dommage. Juste pour la forme, je mets quand même un bon 4 sur 10. Certains vont me trouver trop généreux, mais c'est presque mérité pour 2 lutteuses qui n'ont pas eu assez de temps pour montrer leur talent. Sixième match, le Big Show bat Sheamus pour conserver son titre poids lourd dans un bon Chairs match. Alors j'ai préféré leur match à Hell in a Cell 2012, que j'avais noté à 9,5 sur 10. Mais celui-là n'est pas mauvais, vraiment. J'ai marqué Big Show domine quasiment tout le match. Et malheureusement, il impose sa masse et son mauvais rythme habituel. Donc c'est dommage, c'est ça qui va vraiment passablement faire chuter la note de ce match-là. Sinon le match est très brutal. Show se venge, j'ai trotté un coup de chaise de Sheamus lors de Survivor Series de cette année. Et j'ai marqué le finish est plutôt pas mal. On a d'abord un white noise de Sheamus sur Big Show sur 2 chaises qui étaient dépliées. Et le final qui voit Big Show porter un knockout punch.
à Sheamus, puis un immense coup d'une chaise géante qu'il avait cherché, un peu à l'instar de ce qu'on avait vu, je crois, Money in the Bank 2012, où il était allé chercher une échelle renforcée. Mais là, on a une chaise immense, à l'image du Big Show. Vraiment, c'est un bon match, pas autant bien que celui qu'ils nous ont montré à l'INC 2012, mais il mérite quand même la note de 7,5 sur 10. Septième match, le Brooklyn Brawler, le Miz et Alberto Del Rio battent 3MB, donc Jinder Mahal, Heath Slater et Drew McIntyre, dans un match plus symbolique que bon, mais c'est pas grave. On a eu un angle en fait au tout début du show qui voyait un Miz TV, donc avec comme invité les trois lutteurs heel, donc Mahal, Slater et McIntyre, puis finalement le clan heel s'est, on va dire, attaqué au commentateur espagnol. Finalement, Ricardo Rodriguez est venu défendre les deux commentateurs. Puis, donc le clan heel s'est acharné sur Ricardo Rodriguez. Puis, Alberto Del Rio est venu le sauver. Finalement, on a vraiment un brawl une bagarre qui éclate entre le Miz, Alberto Del Rio et les 3MB. Et finalement, il nous avait annoncé, Miz avait dit, on va trouver un partenaire et on vous propose un match 3 contre 3. Et c'était le Brooklyn Brawler, donc vu que le show se passe à Brooklyn, qui est intervenu pour les aider. J'ai marqué, le Brooklyn Brawler n'est pas mauvais malgré le temps qui a passé. J'aurais pu mettre un 9. Mais je vais mettre la moitié parce que le match est pas ouf, il dure à peine 3 minutes 30. Mais voilà, c'est sympa, c'est plus symbolique qu'impressionnant. J'ai mis 4,5 sur 10. Non. Et enfin, le main event, Dolph Ziggler bat John Cena dans un Money in the Bank ladder match incroyable. Donc en fait, c'est un ladder match avec la mallette de Dolph Ziggler suspendue au-dessus du ring. Ça donne un Money in the Bank ladder match, mais à 2 lutteurs. On avait dit que le match féminin qu'on avait vu à SmackDown après Money in the Bank 2017 était le premier à se faire en dehors du pay-per-view qui s'appelle Money in the Bank ou de WrestleMania. C'est pas vrai, on en a la preuve. Ce match-là se passe à TLC 2012. Sinon, j'ai marqué au niveau du match, les deux sont au top, vraiment. Ils donnent un rythme fou dans une ambiance de malade où le public soutient massivement Dolph Ziggler. J'ai marqué un petit problème qui ne va pas affecter la note du match, c'est qu'il y a des petits problèmes de selling et d'inapproximation, d'imprécision dans ce match-là, mais c'est pas grave. Et le finish, on a le heel turn de AJ Lee. Donc faut savoir qu'à la base, AJ Lee était la general manager de Raw. Elle a démissionné parce qu'elle se rapprochait de John Cena et que c'était pas professionnel. Et le rôle de general manager a été donné par Vince McMahon à Vickie Guerrero qui accompagnait Dolph Ziggler. Donc on a AJ Lee avec John Cena et Vickie Guerrero avec Dolph Ziggler. Finalement, après une rivalité un peu cucu, un peu gnognon, c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça, avec un petit peu de cul là au milieu. Bref, on a Ziggler et Cena qui se battent sur le ring sans les deux general managers. Puis au bout d'un moment, vers la fin du match, on a Vickie Guerrero qui intervient juste après que Cena ait porté son double A sur Ziggler, qui avait donc chuté à l'extérieur du ring. Cena lui manquait plus qu'à aller chercher une échelle, d'escalader et de décrocher la mallette. Donc Vickie Guerrero, sentant le danger, est intervenu après une chaise et a fait mine de vouloir attaquer John Cena. Puis AJ Lee est intervenu et a tabassé Vickie Guerrero. Cena va prendre l'échelle, va monter, et au moment où Cena monte l'échelle, on a AJ Lee qui pousse l'échelle à la manière de James Ellsworth sur Dean Ambrose à TLC 2016 et fait tomber Cena qui tombe sur les cordes, puis en se retournant se ramasse un super kick de Ziggler qui revient dans le match. AJ Lee et Dolph Ziggler se regardent, Ziggler ne semble pas comprendre, AJ Lee fait son sourire habituel et repart en coulisses. Ziggler n'aura plus qu'à remonter tout en haut de l'échelle et décrocher sa mallette pour la conserver. Magique, ce heel turn est magique. J'aime AJ Lee profondément et c'est assez incroyable. Et ce match-là, bien que d'être surprenant sur la fin, est très très bon dans son intégralité. Petit problème de rythme aussi de temps en temps, mais c'est pas grand-chose. Je peux pas mettre autre chose qu'un 10 sur 10 parce que c'est magique. Voilà, donc si on additionne toutes ces notes et qu'on divise par 8, qui est le nombre de matchs, on arrive à la note de 7,06 sur 10, 61e place. Vraiment, c'est un bon show. Et à part TLC 2011, ce pay-per-view nous aura toujours proposé de très bonnes choses. Donc je trouve que TLC fait partie de mes matchs préférés, c'est une valeur sûre. Et j'espère, pour vous, vous l'aurez déjà vu, que TLC 2017 en valait la peine. Voilà. Que dire de plus? Donc l'année 2012 est terminée, je pourrais vous montrer des graphiques ou des trucs comme ça, peut-être que je vais le faire. Mais 7,06 sur 10, c'est le deuxième meilleur pay-per-view de l'année, après Over the Limit, qui avait été dernier en 2011, qui obtient, je crois, un 7,15 sur 10. Donc vous voyez que l'année 2012 n'est pas très bonne, parce que on a deux pay-per-view qui atteignent la note de 7,
1 qui a atteint la note de 7,06 sur 10 qui est TLC, puis Over the Limit qui a atteint la note de 7,15, donc c'est pas terrible. On a vraiment un choc qui est mauvais, une année pardon, qui est mauvaise, avec 3-4 pay-per-view qui arrivent à quand même sortir du lot. Donc peut-être que je vous mettrai, pardon, le graphique que j'ai fait justement pour l'année 2012. Voilà. En attendant, je vous rappelle, vous pouvez liker ou disliker cette vidéo en fonction de si vous avez aimé le pay-per-view ou non. Vous pouvez laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Vous savez que j'aime toujours bien lire vos commentaires. Et à vous abonner, pardon, si ce n'est pas encore fait. Objectif 2000 abonnés. Et je tiens à préciser, abonnez-vous seulement si vous aimez le contenu. Le but c'est d'arriver à 2000 abonnés. Mais si vous aimez le contenu, et seulement si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ça me ferait très très plaisir. Voilà. Encore un grand merci à vous et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.